Bonjour Monsieur Villani. Bonjour. Merci. C'est un immense honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui parmi nous pour ce moment spécial parce que ça y est, vous êtes officiellement le nouveau parrain de la 34e promotion de Rennes School of Business. Et tout l'honneur est pour moi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation et cette interview, cet échange. Alors, avant de commencer, permettez-moi de retracer votre parcours pour nos étudiants. Alors, vous êtes mondialement reconnu pour vos contributions aux mathématiques, récompensé par la médaille Fields en 2010, distinction qui consacre vos travaux sur les équations aux dérivées partielles et la physique mathématique, pour être complet. Et vous avez dirigé l'Institut Henri Poincaré, donc au lieu de la recherche scientifique, où vous avez notamment œuvré à renforcer le lien entre la science fondamentale et les enjeux contemporains. Et puis, votre engagement ne s'arrête pas à la recherche, puisque vous êtes aussi ancien député de l'Essonne. Vous avez donc mis au service des grands défis sociétaux en portant des projets sur l'intelligence artificielle, sur l'éducation et surtout la transition écologique. Vous avez également partagé votre vision à travers de nombreux ouvrages. Je pense au théorème vivant. Vous mêlez justement la rigueur scientifique et la réflexion humaniste en nous offrant une inspiration sur les liens entre la société et la science. Et aujourd'hui, vous êtes le nouveau président de la Fondation de l'écologie politique, un rôle qui témoigne encore une fois votre engagement continu sur les défis majeurs de notre époque, et en particulier encore la transition écologique. Quand on présente un tel parcours, permettez-moi, Monsieur Villani, de vous dire que c'est un immense privilège pour nous de pouvoir mener cette interview. Alors, Attendez que l'interview se passe avant de vous féliciter. Peut-être que vous serez fort déçus. avant d'en connaître un peu plus sur vous, commençons par le cœur du sujet. C'est votre, justement, donc ce parrainage. Vous êtes le parrain de cette 34e promotion. Alors, première question, comment avez-vous accueilli la demande de devenir parrain de notre école ? Accueilli avec beaucoup de joie. Et j'ai toujours vu ça comme un grand honneur d'être appelé à partager de mon expérience avec les jeunes générations. Ça s'est fait au travers de la rencontre d'un représentant fort efficace de votre école, Adilson Borges, qui a bien su me faire comprendre ce que l'école avait d'original, et en particulier son très grand ancrage à l'international. Pour moi qui suis un fédéraliste convaincu et qui est bourlingué à travers le monde entier pour des conférences et pour du partage intellectuel et scientifique, c'est quelque chose qui me parlait directement. Et pour vous, ça a été une évidence ou à la fois aussi une surprise d'être demandé comme parrain ? C'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Et c'est pas la première fois que je me retrouve associé à des écoles qui s'occupent d'économie, de management, de business, tout ce que vous voulez. Par exemple, je suis docteur honoris causa de HEC, alors que c'est pas tellement mon parcours, hein. Je me souviens quand on était en classe préparatoire, il y avait ceux qui allaient en maths sup, ceux qui allaient en HEC, parfois quelques-uns qui, dans une voie, décidaient de changer parce qu'ils trouvaient que c'était pas leur affaire, mais c'était vraiment des parcours, des cours, des positionnements qui me semblaient très différents. Et puis, me retrouver associé à certains de ces projets. La première fois, ça a été une surprise. Ça venait, quand c'est venu avec Rennes SB, c'était pas tant que ça une surprise, mais ça venait avec un réel plaisir et je trouvais ça quelque chose de vraiment merveilleux. On va employer le mot.
pour rebondir un peu à ce que vous venez de citer, je vais vous poser une question qui est de la part d'un étudiant de la promotion et qui s'interrogeait sur le rôle de parrain en tant que tel. Concrètement, quel est votre rôle de parrain ici à RSB? Parrain, alors d'abord, euh, euh, dans le temps, quand on me posait la question, je faisais souvent ça m'arrivait de faire une vanne sur mes origines italiennes et à faire l'association avec le parrain mafieux. Mais que ce soit le parrain dans l'imaginaire des films de bandits, ou le parrain au sens religieux du terme, ou le parrain plus généralement, tous ceux que vous pouvez imaginer, vous avez quelqu'un qui est là en premier lieu dans une attitude marquée comme étant bienveillante, que ce soit vrai ou pas, et dans mon cas c'est la vérité, bienveillant envers les personnes qui s'engagent à parrainer, prêt à l'accompagner en cas de besoin, que ce soit pour répondre à des sollicitations, des conseils, à partager son expérience et sans être envahissant, vous voyez, une position un peu de côté, à être disponible chaque fois que l'occasion s'en présentera. Alors justement, pour revenir sur ce rôle de parrain, maintenant votre voix est importante. Alors quel message ou quelle valeur voulez-vous transmettre à notre promotion? La première de toutes et la plus importante, peut-être celle qui a le plus guidé mon parcours, c'est la valeur partage. Partage, même en tant qu'objectif, je veux dire, en tant que quelque chose qui vous construit, qui est une façon de vous former, de vous transformer. Vous parliez de moi tout à l'heure et de mon parcours. Le parcours peut paraître sinueux, il a plein de branches, et encore, vous avez cité que les principales, il y en a tellement que moi-même, j'ai du mal à m'y retrouver à l'occasion. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un parcours qui a été défini juste par moi, très loin de là. Il s'est fait dans une rencontre avec des milieux, avec des personnes. Encore jusqu'à maintenant, il y a des orientations nouvelles qui se font au hasard de telle ou telle rencontre, telle ou telle pérégrination. L'un des conseils que je donne systématiquement aux étudiants quand on me demande des conseils de carrière, c'est laisser une part au hasard pour guider vos pas dans votre carrière. Parce que le hasard, c'est la façon d'aller retrouver à partager, de ci, de là. Et donc ça, c'est la première chose que je m'attacherai à partager par le témoignage, par les conseils, par tout ce que vous voulez. Partage en tant que tel. Et puis, l'émerveillement en tant que valeur aussi. Je cite souvent Henri Poincaré, l'un de ces grands scientifiques, parmi les plus grands de tous les temps, hein. L'un des 2-3 plus grands mathématiciens que la France ait connus, mais qui à son époque a aussi beaucoup investi pour le contact avec le grand public et le contact avec les enfants. Il a écrit des ouvrages à destination d'enfants et c'était l'un des principaux conseils qu'il donnait, le plus précieux à transmettre à la génération future, c'est la capacité à s'émerveiller. Et j'espère bien pouvoir en faire passer un petit peu, moi aussi, de ça. Et puis, ça va avec ça, avec l'émerveillement et avec le partage, la faculté de communiquer entre les cases. La crainte de l'enfermement dans une case, peut-être ça a été l'un des motifs qui m'ont guidé aussi. Et je me suis retrouvé dans bien des cas, un peu comme une combinaison quantique de telle et telle case, de telle et telle identité, et à jongler entre les identités ou à en assumer plusieurs. J'ai une collection de chapeaux maintenant qui va jusqu'au plafond. Parfois, c'est source de confusion, mais bien souvent, c'est source d'enrichissement et ça permet de faire les connexions et ça permet de s'en retrouver plus riche et plus heureux. Et en tant que scientifique et leader d'opinion, comment percevez-vous le rôle d'une école de commerce dans un futur durable? Majeur, et on ne peut pas imaginer jusqu'à quel point c'est majeur même. La France a l'habitude, dans sa grande classification des choses du monde, de mettre le savoir bien au-dessus du commerce. Et encore hier, dans un conseil d'administration, j'avais le retour d'expérience d'un ancien grand patron dans le monde de la tech, qui avait une grande connaissance internationale et qui disait la façon qu'on a de se représenter le partage de la valeur dans le monde francophone ou dans le monde anglo-saxon, c'est radicalement différent. Et
la fonction commerciale en France est souvent vue comme le parent pauvre et honteux de la fonction d'ingénieur. Et d'ailleurs, à un moment, on s'est mis à appeler les commerciaux des ingénieurs commerciaux pour pouvoir bénéficier de l'aura de l'ingénieur. Mais ça, c'est quelque chose qui est typiquement français. Ils comparaient ça au monde anglo-saxon dans lequel la valeur d'être dans le commerce et de savoir bien faire les affaires était bien supérieure. Et ce que j'ai pu voir dans mes affaires, dans les affaires publiques, c'est à quel point c'était important d'admettre ce rôle central et majeur de la fonction économique. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, j'ai siégé dans 3 commissions successives. Au début, j'ai commencé à la commission des lois, peut-être la plus prestigieuse, celle qui était la plus courue, celle qui s'occupe qui a le plus de travail, qui s'occupe des choses les plus emblématiques. Puis j'étais dans la commission éducation, recherche, enseignement, qui elle s'occupe de toutes les choses, depuis le sport jusqu'à la culture, en passant par l'université. Puis j'étais dans la commission des affaires économiques pour les 2 dernières années de mon mandat. Et la commission des affaires économiques, j'ai compris que c'était la plus importante certainement quand on s'intéresse à la transformation de la société, y compris quand on s'intéresse aux affaires écologiques. Certes, il y a une commission qui s'occupe du développement durable, mais ce n'est pas en commission des affaires durables que se joue le gros du débat et de l'affrontement. C'est bien en commission des affaires économiques. Vous pouvez avoir la confrontation entre les intérêts économiques, les intérêts des lobbies, les grandes institutions, les plans scientifiques, et c'est là, dans cette confrontation à la dure valeur économique que sont le gros des enjeux. La grande loi que j'ai portée, avec un échec complet d'ailleurs sur la condition animale, qui était la loi la plus ambitieuse jamais portée dans l'histoire de l'Assemblée là-dessus, c'était bien devant la commission des affaires économiques, et c'est bien là qu'arrivaient les débats durs. Combien ça coûte, c'est quoi l'investissement, etc. Ça, c'est le cœur de la question. Et si on dédaigne les questions d'argent, on n'arrive juste à rien dans la transformation. J'ai vu aussi, en tant que directeur d'institut, vous citiez tout à l'heure mes fonctions à la direction de l'Institut Henri Poincaré. Mon boulot, c'était de porter la vision avec l'énergie, avec le doute, avec le plan. Mon boulot, c'était aussi de trouver de l'argent pour l'institution et d'arriver à trouver les partenaires financiers pour le projet et de vendre la vision. Ça, il a fallu que je trouve une 20aine de millions d'euros, le gros, très gros en subventions publiques à tous les niveaux, mais une partie significative aussi en partenariat privé. Et si j'étais pas arrivé à trouver les millions, il ne serait rien passé. Le musée mathématique que vous pouvez visiter aujourd'hui sur la montagne Sainte-Geneviève, il ne serait pas là. L'amour est le moteur du monde, l'argent est son carburant, dit la chanson. On a besoin des deux. Alors, on reviendra justement après sur votre mandat, mais avant ça, revenons sur l'année 2010. Donc, l'année 2010, c'est là où vous avez reçu la médaille Fields pour... J'étais tout jeune, 36 ans et quelques. Et pourtant, c'était la limite d'âge. Ouais, ça grisonne. Mais l'expérience s'accumule. Et c'était la limite d'âge pour moi pour avoir la médaille Fields pourtant. 19 août 2010, c'est le genre de date que vous retenez toute votre vie. J'étais au courant depuis 6 mois. Et c'était le jeu, j'avais gardé le silence. Et ce jour-là, c'est ma vie qui bascule. Et c'était la limite d'âge pour moi pour avoir la médaille Fields, puisque la limite à 40 ans et que lors de l'édition suivante du Congrès international des mathématiciens, j'aurais eu 40 ans et quelques mois. Et donc, c'était comme dans les films d'aventure, sur le fil, sur la corde raide, sur le fil. Juste après être passé près de l'abîme, parce que les résultats qui m'ont donné médaille Fields, il s'en est fallu de ça que je ne les démontre pas, ou peut-être je les aurais démontrés quelques années plus tard. C'est fait avec une collaboration très intense que je raconte dans l'ouvrage que vous évoquiez, Théorème vivant, comme un roman d'aventure, à tel point que l'éditeur s'est demandé s'il allait mettre roman sur la couverture, et tout était vrai dedans. Et c'est une des grandes chances de ma vie, indépendamment de tout ce qui s'est passé ensuite, d'avoir pu vivre cette aventure vraie. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse, ou du moins vulgariser le théorème pour lequel vous avez été récompensé? Et d'abord, je vais vous dire, cette vulgarisation, justement, vous ne la trouverez pas dans le livre, parce que précisément, Théorème vivant, j'ai voulu que ce soit un partage d'émotions sensibles, dans lequel on termine l'ouvrage sans avoir rien compris de ce qui a été démontré, mais en ayant tout compris de ce que c'est que le métier de mathématicien et ce que c'est que la passion qui va avec. Mais là, je vais me livrer à l'exercice complémentaire de la synthèse. Et je vais vous parler de ce domaine que vous évoquiez,
la physique mathématique, au confluent entre équations mathématiques et modélisation des phénomènes physiques. Discipline qui est née avec des gens comme Fourier au tout début du XIXe siècle, qui se demandent comment mettre en équation la chaleur qui se propage dans la terre ou dans un métal. Et l'un des chapitres les plus emblématiques de cette physique mathématique, c'est celui qui a été écrit entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, l'arrivée des atomes dans notre monde. La théorie atomique, portée par Ludwig Boltzmann à la fin du XIXe siècle, dans cette Vienne pleine de culture et de rêveries emblématiques, et donc entre les théories de Boltzmann, les années 1870, 1880, et qui vont aboutir à cette découverte majeure, début XXe siècle, le monde est fait d'atomes, qui même tout autour de nous, invisibles, se cognent les unes contre les autres, dans un chaos, dans un tumulte assourdissant, semblable au silence, et dont les propriétés statistiques sont prévisibles et peuvent se mettre en équation. C'était une révolution dans notre vision du monde. Ça a abouti à des choses aussi variées que la protonthérapie en médecine ou la bombe atomique dans le jeu géopolitique. Ça a abouti à toute la révolution électronique. Il n'y aurait pas eu le moindre ordinateur si on n'est pas passé d'abord par cette compréhension du monde atomique. Et dans cette compréhension, il y a l'équation de Boltzmann. L'équation de Boltzmann, elle prédit justement la façon dont les gaz autour de nous évoluent du fait de cette structure moléculaire, avec ces chocs statistiques des molécules les unes contre les autres. Cette équation de Boltzmann, elle vous dit, partons par exemple d'une boîte dans laquelle on met des molécules au début avec un certain état. Peut-être que l'air sera chaud dans un coin de la pièce et froid dans l'autre coin de la pièce. Qu'est-ce qui va se passer du fait du jeu du mélange? Et cette équation, elle s'exprime sous la forme d'une équation aux dérivées partielles. Il y a les variations par rapport au temps, les variations par rapport à l'espace qui jouent. L'équation en elle-même, elle date des années 1860. Et pourtant, elle est encore toute pleine de mystères. Parmi ces mystères, il y a quelles sont les grandes quantités mathématiques les plus importantes qui permettent de comprendre son évolution, le temps de relaxation vers l'équilibre, ou encore comment faire rigoureusement le passage entre la modélisation des atomes et la modélisation fluide, faite juste en vitesse, en température, en densité. Et donc c'est un grand canevas avec des centaines de questions ouvertes, plein de problèmes dedans qui se posent, ouvert depuis 150 ans et dans lequel j'ai apporté quelques contributions. Et parmi ces contributions, l'une de celles qui me sont les plus chères, c'est d'avoir le premier avec des collaborateurs comme l'italien Giuseppe Toscani, le français Laurent Desvillettes, le français Clément Mouot, des choses telles que comprendre comment, quantitativement, avec quel nombre, quelle borne quantitative, un gaz revient vers l'équilibre s'il part d'une situation qui est hors d'équilibre. Vous partez hors d'équilibre, combien de temps par rapport à quelles caractéristiques majeures de l'équation il vous faut attendre. Et c'était un bloc, une pierre dans un mur gigantesque dont les principaux problèmes sont encore ouverts et auxquels j'espère bien apporter encore des contributions. Alors, on sait que des théorèmes, pour qu'ils aient un impact dans la société, il faut du temps. Par exemple, la théorie de la relativité, il a fallu attendre 90 ans pour qu'aujourd'hui ça devienne le GPS. Et encore attention, là vous parlez de la théorie de la relativité générale, le grand chef-d'œuvre d'Einstein. Effectivement, à l'œuvre sous-jacent dans les calculs GPS ou dans d'autres explorations précises du monde. Et effectivement, il peut se passer, parfois c'est des siècles qui se passent avant que viennent les applications, les applications pratiques, techniques. Bien avant les applications techniques, il peut y avoir des révolutions, et ça a été le cas dans le cadre de la relativité générale, des révolutions dans la vision du monde. Parfois, la révolution de la vision du monde arrive bien avant la révolution technique, parfois c'est le contraire, mais ces théorèmes, ils participent à un changement de vision du monde, à une œuvre poétique au sens premier du terme, création de monde, et effectivement, ils participent de concert et de façon intimement liée à l'évolution technique du monde. Parler de poésie, nul ne peut être mathématicien s'il n'a pas l'âme d'un poète. Vous êtes poète, vous êtes un poète, monsieur Villani. On essaye. Les mathématiciens sont des poètes à leur façon. Ça, c'est une citation que vous venez de donner, qui m'est chère, de la grande mathématicienne Sofia Kovalevskaya. Et
ces liens entre mathématiques et poésie me sont précieux. J'ai un de mes petits ouvrages, moins personnel que Théorème vivant, un petit ouvrage que j'ai publié s'appelle Les mathématiques sur la poésie des sciences, un titre que j'ai piqué à Léopold Sédar Senghor. Et moi-même, ça m'arrive en tout cas la poésie est chère à mon cœur, indépendamment des passerelles entre poésie et mathématiques, ou peut-être à cause d'elle après tout, ça m'arrive de prendre mon tour dans les déclamants au Club des Poètes à Paris, le lieu qui a été fondé par le poète Ronet, Jean-Pierre Ronet. Et j'ai mon petit répertoire de poèmes, du Aragon, du Sandrard, du Hugo, deux autres qui participent à cet art humain de la transmission de vision du monde qui est très important en mathématiques, très important dans la vie en général. J'ai une petite question qui touche en fait à comprendre ces projets. Vous avez un magnifique parcours et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez avoir atteint l'excellence ou le paroxysme dans certains de vos projets? Est-ce que vous avez pu le titiller, cette excellence-là qu'on recherche tout le temps? Si vous le mesurez en termes de performance, résolument non. Si c'est la puissance mathématique, par exemple, j'en ai vu des vrais puissants mathématiques dans ma carrière, j'en ai rencontré auprès desquels je suis un petit lutin. Et c'est toujours très impressionnant. J'ai mon parcours à croiser, certains de mes héros personnels, des gens comme le regretté John Nash, comme le mathématicien contemporain Misha Gromov, et des gens qui m'ont sidéré par leur vision, leur parcours. Pour vous dire, quand j'ai rencontré John Nash la première fois, j'étais tellement ému que j'ai même pas réussi à lui parler. Hop, j'avais tous mes moyens coupés. Bon. Et certes, il y a des jolies contributions de mon parcours et des choses dont je suis fier, et quelque chose qui, à coup sûr, j'en suis persuadé, serait encore des problèmes ouverts si je n'étais pas passé par là. Mais il faut aussi savoir se replacer dans le grand concert mathématicien en termes de performance. J'ai rencontré bien plus puissants que moi, aussi bien sur l'achèvement, quand on regarde des choses telles que la démonstration par Grigori Perelman de la conjecture de Poincaré, début des années 2000, ça reste le plus grand accomplissement mathématique début 21e siècle. Regardez ça, c'est... Pour le fait de travailler sur plein de projets à la fois, j'ai pu voir des gens comme Terry Tao, phénoménal, travaillant sur 30 projets à la fois avec une puissance mathématique juste inouïe, ou pour ce qui est de la familiarité avec les nombres, la route a croisé celle de Daniel Tammet, le célèbre auteur autiste Asperger, un grand amateur de poésie et de littérature, qui détient le record de mémorisation de pi. Il faut vous imaginer qu'un jour il a récité pi devant un jury de mémoire pendant 6 heures d'affilée ou quelque chose comme ça. Bon. Et vous voyez ce genre de choses, vous êtes forcément extrêmement humble si vous êtes honnête. Et je dirais pour autant, sans que ça soit cherché à avoir une excellence ou quelque chose, il y a mon parcours à dessiner quelque chose qui, d'une certaine façon, était singulier. Mon ouvrage Théorème vivant, c'était une voie jamais explorée, je pense, jusqu'alors, de rencontre entre la pratique mathématique, la poésie, le public. L'ouvrage s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, il a été traduit en une quinzaine de langues. Et quand je regarde, je dis objectivement, quelque chose qui s'approche de ça en tant que réalisation, je ne vois personne d'autre qui l'ait fait. J'ai accompli ici quelque chose d'original. Le simple fait d'avoir accompli quelque chose d'original, on va dire, suffit à vous donner votre grande place dans la grande tapisserie du monde. Excuse-moi de te couper Clément, mais pour rebondir, est-ce que ce serait le projet dont vous seriez le plus fier? Théorème vivant. Il m'est impossible de choisir tellement entre mes projets, mais allez, dans les choses en vrac dont je suis plus fier, en tant que mathématicien, je ne parle pas de ma vie personnelle et familiale, mais en tant que mathématicien, ouais, cet ouvrage Théorème vivant, l'Institut Henri Poincaré, en tant que tel, c'est un projet, et le fait d'avoir accompagné l'institution, de l'avoir eu en fin de mandat avec une superficie doublée par la réhabilitation de ce grand projet, ce musée mathématique, un budget et des moyens accrus et tout ça en tant que tel, c'est un projet dont je suis fier. Et puis c'est aussi le fait d'avoir pu incarner à ma façon pendant quelques années dans mon mandat parlementaire l'articulation entre science et politique. Je parle bien d'incarnation, hein.
et de l'avoir concrétisé cette incarnation dans quelques rapports et quelques projets, c'est quelque chose dont je suis fier aussi. Moi, je voudrais revenir tout à l'heure sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, «La médaille a changé ma vie». Est-ce que vous pouvez nous expliquer, l'avant et l'après? Qu'est-ce qui change concrètement après cette médaille? Concrètement, après la médaille, c'est une tornade qui s'abat sur moi en termes d'emploi du temps. Ce sont des sollicitations partout, médiatiques, conférences, tout ce que vous voulez. Ça a aussi été un coup d'arrêt énorme à mes recherches. Pour tout le monde, le prix Nobel est un frein aux recherches et la médaille Fields est un frein encore plus. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est normal. Il vous tombe dessus tellement de sollicitations, le monde entier veut vous parler, etc. La médaille Fields encore plus que le prix Nobel parce que ça arrive quand vous êtes jeune et dans une phase très active de votre carrière. Mais pour moi, qui en plus ai pris des responsabilités administratives considérables, direction d'instituts, présidence d'associations, etc., et qui ai pris des projets par dizaines et dizaines, et qui l'ai pris très à cœur, ça a été un coup d'arrêt encore plus fort. Pour la petite histoire, j'ai soumis en septembre dernier un article de recherche coécrit avec deux collaborateurs, deux mathématiciens, Cyril Imbert de l'École normale supérieure et Louis Sylvestre de l'Université de Chicago. C'était le premier article que je soumettais à une revue internationale en 10 ans. Et donc, cette médaille Fields, ça a été paradoxalement un coup d'arrêt considérable à ma carrière strictement universitaire. Mais un démarrage d'une carrière dans l'interface entre le monde scientifique et culturel et la société en général, avec une accélération qui a été au-delà de tout ce que j'imaginais. Ça a été le début de donc travailler avec des associations, avec des entreprises, le travail en politique, la carrière au Parlement. Aujourd'hui, sans la médaille Fields, aujourd'hui, il n'y aurait pas ça, ou je l'aurais fait beaucoup, beaucoup plus lentement. Vous évoquiez tout à l'heure la Fondation de l'écologie politique. De fil en aiguille, c'est la médaille Fields qui m'a amené à être directeur de l'Institut Poincaré et qui m'a amené aussi à m'intéresser aux affaires politiques à travers mon engagement fédéraliste, qui m'a amené à, de fil en aiguille, me retrouver au Parlement, qui m'a amené à me retrouver dans l'écologie politique sur des thématiques que je n'avais pas du tout en tête avant d'être au Parlement, qui m'a amené à être à la Fondation de l'écologie politique. Si on retrace le fil des trois quarts des projets dans lesquels je suis aujourd'hui, ils passent tous par la médaille Fields. Alors justement, on va revenir aussi sur votre parcours. 2017, vous vous lancez dans l'arène politique. Donc vous vous lancez en politique dans le camp présidentiel. Qu'est-ce qui vous a motivé à franchir ce pas? Une histoire longue et sinueuse. Je sais que vous avez lu mon ouvrage Immersion dans lequel je décris le concours de circonstances qui m'a amené à 2017. Mais d'abord, ça s'inscrivait dans quelque chose d'un peu... À la fois, il y avait des éléments attendus et prévisibles et des éléments imprévisibles. Mais attendu et prévisible, c'était le fait que je sois engagé dans les affaires publiques et politiques. Et ça remonte à bien plus tôt. 2010, je suis recruté par le laboratoire d'idées Europanova, laboratoire d'idées ou think tank, comme on dit, fédéraliste. Et je suis recruté comme un de leurs young leaders européens. Et je participe à cette communauté de jeunes leaders recrutés dans toute l'Europe avec des parcours et des thématiques différentes. Et c'est quelque chose qui me passionne. Et à partir de 2010, je suis engagé résolument et explicitement pour le fédéralisme européen. Et de cela, les médias s'en foutent complètement. C'est pas quelque chose qui fait vendre, c'est pas quelque chose qui est le cœur de métier, le cœur sur lequel comptent les médias pour avoir de l'audience. Mais du jour où je me retrouve, par concours de circonstances, dans l'arène politique nationale, là, j'avais un micro sous le nez, pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui vous a motivé, etc. Et deux étant très liés, si je me suis lancé en 2017 dans la campagne du candidat Macron, c'était très clairement parce que c'était lui qui incarnait dans cette campagne présidentielle l'espoir européen, même l'espoir fédéraliste européen, dans un contexte où de moins en moins de partis et de courants osent même utiliser le mot fédéraliste. Aujourd'hui, sur l'échiquier politique français, il n'y a plus guère que les écologistes qui le mettent sur la table. Et je me souviens très bien de ce grand meeting à Lyon,
dans lequel, en 2017, dans lequel j'étais arrivé juste en parrain bienveillant, on va employer ce mot de parrain encore, en me disant ce meeting, c'est intéressant, je connais les gens, j'ai déjà travaillé avec certaines des équipes, et puis il y a plein de mes collègues que je retrouve ici à ce meeting du candidat Macron à Lyon, et ma sidération devant la ferveur européenne dans cette insistance, les grandes pancartes, les grands drapeaux européens, la foule qui scandait Europe, Europe, Europe. Ce meeting, cette ferveur pro-européenne, je ne l'ai jamais vu avant et je ne l'ai jamais revu après. Et je me disais là, je me souviens d'un année me disant, bon, si tu es vraiment un Européen dans l'âme, c'est ton devoir de t'engager, il est en train de se passer quelque chose là-dedans qu'il ne faut pas rater. Et ce jour-là, devant les caméras, je fais comme mon coming out, je soutiens le candidat Macron, etc., etc. Et puis, et dans la suite, après, à partir de là, tout s'est enchaîné. Comme vous l'avez lu dans mon ouvrage, j'ai appris dans le journal que j'étais candidat aux élections législatives. Littéralement, hein. C'était une fake news, bien évidemment. J'avais refusé par 2 fois d'être le candidat du futur camp présidentiel pour les élections, mais la fake news était quand même là. Parfois, ce qui est fake se change en trou. Et finalement, je me suis retrouvé là-dedans. Heureusement que j'ai accepté d'être candidat, parce que l'expérience que j'ai vécue au Parlement, elle était formatrice à un niveau que je n'imaginais pas. Heureusement que je ne savais pas le détail de ce qui m'attendait, parce que c'est une tempête, hein, c'est un chamboulement. Là, l'emploi du temps, je vous parlais de la tornade liée à la médaille Fields. La tornade qui vous attend quand vous lancez au Parlement, c'est encore autre chose. C'est un truc, vous croyez que c'est un gag, tellement ça n'a aucun sens. Et puis, toute cette comme gigantesque, permanente mise à l'épreuve, où sans arrêt vous devez vous justifier, trouver le public, comprendre ce qui se passe et tout ça, ça m'a fait progresser sur un nombre de sujets considérables d'une façon accélérée et extraordinaire. Et puis à la fin, en 2022, je tente la réélection, et même dans un contexte qui n'était pas simple, puisque j'avais changé de camp. En 2017, j'étais entré dans le camp macroniste. En 2022, j'étais sous les couleurs écologistes et je faisais campagne pour la NUPES, et j'étais un résolu partisan de l'union des gauches et des écologistes, et je refaisais campagne dans la même circonscription. Toujours compliqué de refaire la campagne après avoir changé de camp. J'étais évidemment homme à abattre de la part de mes anciens amis macronistes, vu comme un traître. Il n'y a pas moins de 5 ministres qui sont venus faire campagne dans ma circonscription contre moi. J'avais un allié embarrassant, la personne des Insoumis, que je savais bien être un repoussoir dans ma circonscription, surtout dans les quartiers, dans les quartiers les plus aisés. Il fallait jongler avec tout ça. La campagne, je pense avoir fait à peu près le mieux que je pouvais. Et puis, je perds de 15 voix. 19 voix très précisément. Sur les 19 bulletins, il y en avait 4 qu'on pouvait contester de bonne foi. Et 15, qui étaient bien là, 15, mais qui compte et recompte fait, étaient bien là. Tous les politiques de carrière autour de moi me disaient « dépose un recours ». Et j'ai dit non, pas de raison, on a tout recompté. Les 15 voix, elles sont bien contre moi. Si je dépose un recours, ça va être de l'argent public dépensé sur une affaire à laquelle je ne crois pas moi-même. Et je dois être intègre, donc j'accepte tel que c'est. Et c'est le début d'une nouvelle étape dans ma carrière. Retour donc au chapeau universitaire, enrichi de cette expérience politique. Et c'est le moment de se lancer dans une nouvelle phase où on va parler, converser, se lancer dans quantité de tribunes et de projets, et mettre à profit cette expérience avec un profil rare de scientifique reconnu et connu par la société, avec une expérience politique. Alors justement, vous avez évoqué le livre que vous avez écrit pour expliquer cette mutation entre le scientifique et le politique. Donc, Immersion, c'est donc votre ouvrage de la science au Parlement. Alors, pour la petite histoire, le premier titre que j'avais imaginé, c'était Plongement. Plongement, cette notion de plonger dans le nouveau bain d'un coup. Et pourquoi pas plongeons ? Parce que plongement, c'est aussi un terme mathématique précis, sur lequel j'ai travaillé aussi, en tout cas des thèmes que j'ai enseigné en université. Et plongement, c'est la façon quand vous avez une géométrie avec certaines caractéristiques intrinsèques, notion de courbure. La courbure, c'est la grande notion de géométrie. Vous parlez tout à l'heure de relativité générale.
On aurait plus de temps, je vous raconterai les liens entre la courbure, l'optimisation, l'entropie, la physique statistique. Un de mes grands sujets de fierté dans la carrière scientifique, d'avoir été l'un de ceux qui ont mis le nez sur les points entre cette courbure, qui est la notion fondamentale en géométrie intrinsèque, et l'entropie de Boltzmann, et l'optimisation, qui commence dans les travaux économiques du mathématicien économiste Kantorowicz. Et dans le plongement, qui a été l'un des grands résultats de John Nash, on se demande comment est-ce qu'une géométrie qui a ses caractéristiques intrinsèques, on peut la réaliser à l'intérieur de l'espace habituel euclidien. Il y a de grands théorèmes là-dedans que je n'ai pas le temps de vous décrire, mais en tout cas, c'est comment une géométrie se retrouve dans un autre environnement tout en gardant ses caractères intrinsèques. Et j'y voyais une allégorie du mathématicien qui se retrouve dans ce nouveau monde politique tout en devant garder sa caractéristique intrinsèque, ses grands principes dans ce monde nouveau. Puis mon éditeur m'a dit, c'est bien joli ton histoire, mais on n'y comprend rien à ton jeu de mots private et on va trouver autre chose. Et alors j'ai bien réfléchi et immersion que j'aurais proposé, qui en mathématiques veut dire presque la même chose. La nuance est subtile, mais il y a encore cette notion d'une géométrie qui est plongée dans une autre tout en gardant ses caractéristiques intrinsèques, mais qui a aussi un sens bien classique de l'immersion. Quand vous vous retrouvez immergé dans une nouvelle temporalité, une nouvelle réalité, c'est bien ça qui vous arrive au Parlement. Quand vous vous retrouvez du matin au soir et même dans vos rêves plongés dans toute cette vie politique avec ses batailles, ses enjeux, tous ces sujets à apprendre et cette perpétuelle mise en tension. Bon, pour avoir lu le livre, c'est vrai qu'Immersion, je trouve que c'est un bon titre aussi par rapport à ce que vous racontez. Alors justement, ils m'applaudissent là, c'est la salle à côté, mais voilà. Du coup, pour reprendre ce que vous dites dans le livre, je me permets de vous citer. C'est toujours un plaisir de s'entendre. Alors vous dites, de la médaille Fields au banc du Palais Bourbon, des théorèmes aux lois, c'est le pas qu'a choisi de franchir Cédric Villani en devenant candidat à l'élection législative en 2017. Qu'est-ce qui est le plus marquant quand on passe des lois mathématiques aux lois de la France ? Plusieurs choses. Premièrement, un point commun, cette grande ambition française, ce grand rêve français qui se manifeste aussi bien dans sa grande carrière mathématique que dans sa grande carrière de législateur, si je puis dire. Vous savez que les Chinois nous appellent le pays de la loi, et le corpus de lois françaises est réputé comme étant le plus monstrueux, le plus labyrinthique, le plus gigantesque du monde. Mais aussi la France, le très grand pays de mathématiques, la nation la plus décorée en mathématiques dans les 20 dernières années, et la deuxième plus puissante, plus influente dans toute l'histoire. Et il y a quelque chose de commun entre les deux. La France, c'est ce pays, pour des raisons historiques, sociales, qui a ce grand rêve de découvrir les lois universelles qui unissent tous les humains et qui permettent de faire avancer le monde et de les révéler au monde entier. Et à la fois, c'est un rêve qui a été profitable. Grande carrière mathématique, grande carrière politique aussi, bien sûr. La France politique, même si en ce moment, c'est pas beau à voir, est un pays qui a inspiré le monde dans toute son histoire et qui a été précurseur à bien des égards. Mais un pays qui se fourvoie aussi dans cette illusion que la politique serait comme un ensemble de règles mathématiques. Et comme cette idée, s'il y a un problème, on va trouver une loi qui va nous résoudre le problème. Grand fantasme français, un problème, la loi va résoudre. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et d'ailleurs, si les lois étaient si fortes à résoudre les problèmes, la France serait de loin la nation la plus prospère et la plus heureuse du monde et tous les problèmes y seraient résolus. Mais ensuite, avec ce rêve français, il y a la sous-estimation de l'importance de ce qu'est la mise en pratique, le pragmatique, l'expérimentation, qui n'est pas moins noble finalement que la question écrite, la question des lois, et qu'on doit mettre en pratique bien plus. Vous savez, quand on parle de cette opposition habituelle, on dit ouais, est-ce que vous êtes plutôt littéraire ou plutôt scientifique? Et les gens sont comme ci, comme ça. Quand on dit ça,
chaque fois qu'on pose le débat, sans s'en rendre compte, c'est un mépris terrible pour les carrières manuelles qui ne sont ni littéraires ni scientifiques, mais qui en elles recèlent de la noblesse, d'une histoire, du savoir-faire et les clés vers la solution de bien des mondes du futur. La France est ce grand pays qui a mis l'idéal bien au-dessus du pratique, du pragmatique et qui en souffre. Et quand vous êtes au Parlement venant de la mathématique, vous dites ben voilà, on a ce pays qui croit que la politique, finalement, comme une affaire de mathématiques, c'est juste une histoire de lois et de règles. Et ça, le mathématicien vous dit, c'est une grave erreur. Deuxièmement, maintenant, il y a une grande différence, bien sûr, entre le monde mathématique et le monde politique. C'est que ce qui fait votre réussite dans le monde mathématique, c'est le fait d'avoir pu construire un assemblage qui est rigoureux et logique. Attention, le monde rigoureux et logique mathématique, vous le construisez par passion, par rêve et tout ce que vous voulez. Et dans Théorème vivant, c'est quelque chose qui transparaît, je pense. Et dans le monde politique, ce qui fait votre succès, en pratique, tel qu'on le voit, c'est pas la logique que vous avez réussi à déployer, c'est pas la rigueur de vos constructions, c'est la façon dont vous récupérez, dont vous captez la confiance de l'ensemble de la société, des citoyens, et ça peut très bien s'appuyer sur l'irrationnel. Président Trump, qui vient d'être réélu triomphalement, nous montre bien qu'on peut se faire élire, mener une bonne campagne, à coups de mensonges éhontés, à coups d'entreprises criminelles, et ainsi de suite, en battant tous les records imaginables. Pour l'intellectuel que je suis, c'est une grande souffrance de voir ça, mais force est de constater qu'il a réussi à tisser un lien de confiance avec son corps électoral qui est inébranlable et qui résiste à tout. Ça, c'est l'enjeu numéro 1 dans le monde politique. Et il ne faut pas croire que c'est la solidité de ce que vous faites qui va inspirer la confiance. En pratique, c'est ce que vous incarnez et la façon dont votre discours est en phase avec l'attente. Et ça se joue beaucoup plus au niveau du cœur qu'au niveau de la raison. Et je l'ai compris ça bien plus encore après Immersion que vous citez. Le dernier mot dans l'ouvrage Théorème vivant, on pourrait vérifier, c'est le mot passion. Le dernier mot dans l'ouvrage Immersion, c'est le mot confiance. Mais je laisse rien au hasard dans mes constructions. Parce que l'enjeu majeur dans une construction mathématique, certes, c'est un objet de raison à la fin, mais c'est la passion que vous avez réussi à mettre en œuvre et la capacité à vous obséder pour un problème. Et dans la construction politique, le mot-clé, c'est la confiance que vous réussissez à établir. Alors, il y a un autre point commun entre l'un et l'autre, et je sais que vous avez relevé cette expression, les bancs du Palais Bourbon. C'est que dans un cas comme dans l'autre, on vous considère comme des enfants. Ouais, il y a de l'enfant dans les scientifiques, bien sûr, et la capacité dans le scientifique d'arriver à s'émerveiller à n'importe quel âge devant le théorème qu'on va chercher à montrer, devant la merveille mathématique sous-jacente à ce qui est commun dans le monde. Et il y a de l'enfant dans le politique, bien sûr. Grande cour de récréation, le Palais Bourbon. Parfois au sens littéral du terme. Vous voyez les députés en les séances de questions qui se mettent à taper leur pupitre pour couvrir le bruit des gens ou à bousculer, à faire le brouhaha, comme dans une cour d'école où les gens qui arrêtent de se parler les uns les autres, j'en ai vu. Qui littéralement arrêtent de se parler, puis se remettent à se parler, etc. Comme les gamins. Bon. Et faut pas mépriser ça. D'abord, si des personnes intelligentes qui sont arrivées là s'en retrouvent à avoir des comportements de gamins, c'est qu'ils sont poussés presque mécaniquement par la société, qui met tellement de pression sur eux, dans un monde où à la fin tout se joue sur le cœur. C'est le cœur qui tranche à la fin quand il faut prendre la décision politique, et où vous vous retrouvez avec toutes les passions de la société qui se retrouvent comme incarnées au niveau du Parlement. C'est bien pour ça qu'on a fait un Parlement. Hein. C'est pour transférer les luttes de la société, ou sinon les gens pourraient se tuer les uns les autres, littéralement, s'engueuler, les transférer dans un débat, dans une polémique institutionnalisée, parlementaire, où comme dans un théâtre qui est le reflet de la réalité, les gens font affronter leur position. Et c'est normal qui se retrouvent avec ces comportements de gamins. Alors, ce n'est pas une raison pour les encourager à faire les gamins, les collègues, mais il y a cette atmosphère de cours d'école sur les bancs du Parlement que j'ai comprise qu'en y siégeant. C'est intéressant, vous avez utilisé le mot « incarner ». En politique, il faut incarner. Qui est le plus important. Je pense que j'ai fait une demi-douzaine de campagnes électorales, je suis très loin d'être un vétéran.
La plupart, je les ai perdues, mais c'est normal après tout. Quelques-unes, je les ai éliminées avec succès. Mais dans toutes les campagnes où j'ai été associé de près, le programme n'a pas été déterminant. Et j'ai été, dans certaines, j'étais le porteur, le candidat. Dans d'autres, j'étais responsable de tel ou tel aspect du programme. Dans la campagne Jadot 2022, j'étais en charge de la condition animale et puis aussi des questions universitaires. Sujet animal, condition animale, question qui m'est très chère et sur laquelle que j'ai découverte au Parlement. Et je suis fier qu'on ait fait un programme, et le travail qu'on avait fait sur le programme condition animale, il était énorme avec des dizaines d'associations, etc. Et très fier de ce qu'on a mené, mais je le savais et je le sais, c'est pas là-dessus que les choses se sont jouées. C'était très mineur. Ça s'est joué bien plus sur la capacité du projet et du candidat à incarner quelque chose, à rencontrer une aspiration et ainsi de suite. J'ai fait une campagne en 2020, j'étais aux premières loges pour la campagne municipale à Paris. Une expérience extraordinaire. Alors, la pire campagne imaginable dans tous les temps, plus longue, plus le Covid, plus les grandes grèves, tout ce que vous voulez, un truc, bon, c'est bon, là, cette campagne en elle-même, elle en valait 3. Mais je peux dire, et quand je regarde objectivement, la seule bonne campagne, enfin celle qui a marché, où il y a une dynamique qui s'est installée, c'était la campagne de Rachida Dati. Et pour autant, c'était pas ma campagne, hein, pas la campagne que je préférais sur le fond, je suis incapable de vous dire quel était son programme, incapable de vous dire ce qu'elle préconisait, mais sa campagne a marché. Elle incarnait quelque chose. Intervention après intervention, avec son style théâtral, avec ses saillies, avec ses mots, et on la voyait qui progressait dans les sondages. Cette fonction d'incarnation, elle est bien plus importante que le programme. Il faut lire l'ouvrage de Ennio da Empoli, Les ingénieurs du chaos, dans lequel il raconte et il décortique cette grande mécanique de mise en scène spectaculaire, avec l'arrivée de Trump et tous ces réseaux qui surfent sur entre les algorithmes qui enflamment la société, les ressorts populistes, au service de projets qui sont des projets populistes fascisants. Il faut se dire, là, à l'heure où on enregistre cette interview-là, très probablement, dans quelques jours, sera élu président en Roumanie un candidat qui prétend avoir rencontré les extraterrestres, a pu soutenir que dans les sodas, il y a des micropuces qui monitorent nos pensées, qui a traduit en roumain les délires de Kennedy Jr., grande figure complotiste aux États-Unis, et ainsi de suite. Et ce gars-là va être élu président, très probablement, par la Roumanie, un grand pays de science, un grand pays de culture, un pays, peut-être le pays le plus impressionnant de l'ancien bloc d'Europe de l'Est, hors Union soviétique, parmi les mathématiciens, un pays extraordinaire. Comment on en est arrivé là? C'est pas juste des aventures isolées. Ça nous dit quelque chose sur des ressorts profonds qui font le succès en politique. Et c'est très important que les personnes qui portent des bons projets, qui portent des valeurs universitaires, des personnes comme ceux qui sont formés par votre école, comprennent bien ces principes, pas pour les mettre au service des fascistes, mais pour les mettre au service de nos valeurs, et pour bien comprendre quels sont les ressorts qui vont trouver le bon contact, la bonne confiance avec le public dans le monde d'aujourd'hui. Vous avez évoqué la condition animale, donc il y a une loi que vous devez porter. Proposition de loi, comme on dit. Proposition quand c'est le Parlement qui les porte. Et donc pendant votre mandat, ou pas les Bourbons, pour Les Bourbons, voilà. encore vous reprendre, donc vous avez été un acteur clé dans principalement 3 débats, l'éducation, l'intelligence artificielle et la transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un moment qui vous a marqué au Parlement? Allez, je vais vous faire une petite vignette et je vais essayer de vous en trouver un pour chacun des 3, en vrai. J'ai toujours du mal à choisir. Sur l'éducation, moment qui me marque, la question au gouvernement que je pose un jour je pense que c'était en mars 2018 ou en février, en tout cas au moment où je rends ce rapport sur l'éducation mathématique, fait avec mon collègue mathématicien Charles Torossian, et je rends ce rapport sur l'éducation mathématique. Et donc c'est une question au gouvernement, donc l'exercice, hein, avec 2 minutes qui sont à la fois je présente mon rapport et j'interpelle le ministre, que comptez-vous faire?
Et il y a ce moment avant la réponse du ministre où je suis applaudi, vraiment applaudi par tout l'hémicycle. Depuis le depuis le la depuis les bancs insoumis jusqu'aux bancs du Rassemblement national, tout le monde applaudit, ouais, c'est fier d'avoir un parlementaire mathématicien reconnu qui a planché pour, travailler sur sur l'éducation mathématique et convaincu que ce rapport, parce qu'il a reçu un très, très bon accueil aussi bien de la communauté mathématique que de la communauté politique, va changer les choses. Et d'autant plus marquant que je le mets en regard avec, aujourd'hui 2024. Il y a quelques jours, l'évaluation Teams montrait que les jeunes élèves français aux sorties d'école primaire, au collège, sont toujours en queue de peloton, à un stade calamiteux. On est quasiment les derniers d'Europe sur la compréhension des fractions, 6 ans après ce rapport que j'ai rendu. Me montrant bien que, là aussi, on se dit, bon français, l'important pour résoudre un problème, c'est de faire le plan. Mais après, que ce soit pour l'éducation ou que ce soit pour la transition écologique, pour n'importe quelle autre affaire, faire le plan, c'est juste la partie facile. Mise en œuvre, c'est bien plus dur. Et tout plein d'affaires, tout plein de choses qui sont venues entraver, en particulier quand il s'agit d'un changement culturel, comme l'est en l'occurrence le plus important, c'est le changement de valorisation de la figure de l'enseignant, et surtout professeur des écoles en l'occurrence. C'est un effort considérable. Pas juste un plan à appliquer comme dans un tableau Excel. C'est un effort politique qui doit être porté au plus niveau, au niveau martelé, décliné dans sa version économique et ainsi de suite. Donc ça, c'est en tout cas ce petit moment, ces 2 minutes et cette séance d'applaudissements, c'est un moment qui était très marquant, surtout quand je vois en regard de ce qui n'a pas marché depuis lors. Un moment marquant sur la question intelligence artificielle, eh bien, là aussi, certainement le moment où je présente le rapport, c'était au Collège de France. Le petit speech de peut-être 1 minute aussi ou 2 minutes, peut-être un peu plus. Non, je ne sais plus, mais en tout cas, ça se comptait en minutes aussi. Au Parlement, vous apprenez à parler de façon concise et synthétique pour présenter devant le président de la République, devant le gouvernement, le plan. Et c'était à l'occasion d'un grand colloque sur l'intelligence artificielle qui s'appelait « Donner un sens à l'intelligence artificielle ». Et ce petit topo, résultat de 6 mois de travail parlementaire et un rapport qui a vraiment marqué. C'était le premier grand débat national sur l'intelligence artificielle à l'occasion de la confection de ce rapport. Les équipes présidentielles, de façon très intelligente, m'avaient donné le feu vert complètement pour mettre en publicité la confection du rapport elle-même, ce qui n'est pas du tout habituel. D'habitude, on met juste une publicité sur la remise du rapport et c'est le ministre en charge qui essaie de prendre toute la lumière. Bon. Mais là, non, m'avait vraiment laissé prendre la lumière et ayant bien compris que le fait que cette préparation de rapport allait servir le débat. Et ça, c'était vraiment le premier grand débat national sur l'intelligence artificielle. Et donc, c'était la synthèse, le rendu, c'était un colloque en soi-même. Le rapport a été très lu, y compris international. Et dans ce petit topo, alors, comme toujours, je l'avais fait au dernier moment. La veille au soir, j'avais écrit mon petit topo de quelques minutes. Et j'avais trouvé la veille au soir en réfléchissant, en me disant, c'est quoi les 3 mots-clés qui sous-tendent tout ce que j'ai appris pendant ces 6 mois. Et j'étais arrivé à la conclusion qu'il y avait 3 mots-clés que je devais mettre en avant. Expérimentation, partage, souveraineté. Et je déclinais comment ces 3 mots-clés sous-tendaient tout plan responsable sur l'intelligence artificielle. Et encore aujourd'hui, quand je fais conférence là-dessus, je reviens à ces trois concepts, ces 3 piliers. J'explique pourquoi ces concepts ils sont majeurs, pourquoi ils sont différents du plan initial des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, pourquoi ils sont différents aussi de ce qui, hélas, est en train de se mettre en œuvre dans les grands projets mégalomanes, dominateurs des fous furieux qui attirent la lumière aux États-Unis en ce moment. Bon, je vous avais dit 3, mais là j'ai été très bavard, donc ces 2 moments-là seront déjà assis quand même. Non, allez, juste un petit moment. La journée où j'étais rapporteur, la journée où en tant que rapporteur en hémicycle, je défends ma proposition de loi sur la condition animale. C'est dans une niche parlementaire. Bien sûr, les autres ont joué la stratégie classique d'une niche parlementaire. Une niche parlementaire, ça dure que 24 heures. Si au bout des 24 heures, la loi n'est pas votée, tout est perdu. Et donc, la stratégie classique, employée encore aujourd'hui,
c'est d'inonder d'amendements le débat de sorte qu'on n'ait pas le temps d'arriver à voter quoi que ce soit. Évidemment, avec une proposition de loi aussi révolutionnaire, il proposait par exemple la sortie complète de l'élevage intensif en une génération, hein, en 20 ou 25 ans. Évidemment, il y avait plein de monde qui en voulait après moi. Ça a été inondation d'amendements. Même l'article 1 n'a pas été voté. Et pourtant, l'article 1, c'était juste celui qui proposait de mettre sur place un fonds de compensation pour les agriculteurs, pour toutes les transformations qui allaient venir. Et donc, il y a ce moment où, juste à quelques minutes de la fin des débats, quand tout va clore, il faut juste dire quelques mots de conclusion. Donc, c'est un geste purement politique, parce qu'au plan légal, rien ne va être acquis. Encouragé par ma collègue Delphine Batteau, qui avait été un peu notre mentor dans le groupe dissident Écologie, Démocratie, Solidarité, porter les trucs, je reprends la parole contre l'avis de la présidence de séance, Annie Genevard, ministre démissionnaire maintenant de l'Agriculture, qui ne voulait pas me laisser la parole, histoire que je n'ai pas le dernier mot, en disant non. Et je tiens à reprendre la parole, et là, il y a un brouhaha phénoménal dans l'hémicycle, avec tous ceux qui étaient mes alliés qui se mettent à engueuler la ministre dans un brouhaha, pas la présidente de séance à l'époque, un brouhaha considérable. Je monte à l'Assemblée, à la tribune, je dis les quelques mots, avec quelques mots qui sont durs pour les personnes qui ont le plus œuvré à couper les débats. Ma conviction et mon rêve qu'on arrive plus tard à revenir là-dessus. Et c'est le dernier mot, parce qu'après la présidente lève la séance, il n'y a plus le temps pour quoi que ce soit. Alors, vous avez parlé tout à l'heure que l'hémicycle vous avez encouragé et vous avez applaudi. Mais j'imagine que vous qui défendez les idées scientifiques dans un environnement qui était dans un environnement politique, c'est quand même... Je vous reprends tout de suite. Idées scientifiques, attention. Faut pas croire qu'on défend les idées scientifiques ou que la science en elle-même est un projet à porter. Ce que je défends comme idée, c'est le fait que la science doit éclairer le débat démocratique. Mais toujours, la science explique, le politique choisit, décide, tranche. Mais c'est pas à la science de décider. Alors, quelle a été la plus grande difficulté pour vous d'infuser dans un environnement politique l'esprit scientifique? Quelle est pour vous, de votre retour d'expérience, la difficulté que vous avez pu rencontrer? Peut-être des préjugés, peut-être aussi des gens qui ne voient pas nécessairement le lien entre les deux. Le plus dur de très loin, alors d'abord, j'ai été déniaisé sur un élément fondamental. Je croyais, comme plein de monde, je pense, avant d'entrer au Parlement, que ce qui manque aux politiques, c'est davantage de culture scientifique, davantage d'informations objectives, et quand ils seront bien informés, c'est ça que je peux apporter, eh bien, ils comprendront et agiront différemment. Et j'ai bien compris à l'usage que ce n'était pas ça le problème numéro un. Le problème numéro un n'est pas une question d'information, mais une question de courage. Courage d'incarner et d'assumer des décisions qui iront contre les préjugés, des avis, des électeurs, des représentants d'intérêt, etc. Courage d'assumer face à soi-même aussi des choses dérangeantes. Mais aussi par rapport à moi. Arrive le moment où il y avait plein de choses liées à la transition écologique que je savais avant d'entrer au Parlement, mais qu'après, et aussi avec la réflexion en tant que politique, je me suis dit maintenant il faut les assumer, y compris assumer par rapport à moi. Et par exemple, arrive le moment en 2020 où je fais ma propre transition alimentaire. Je dis ça fait 1 an que je bosse les sujets animaux, que je bosse les sujets écologiques. J'ai bien compris et je sais à quel point la transformation de l'alimentation est un indispensable pour le développement durable. J'ai lu les rapports de l'IDRI, j'ai lu les études de ceux-ci, j'ai lu les auteurs comme les auteurs animalistes, les Marc Bekoff et autres. Maintenant, j'ai compris que le changement d'alimentation pour l'humanité, c'est quelque chose de majeur. Il est temps que je fasse le pas moi-même. Donc, c'est en 2020 que je vire végétarien. Et ça, c'était une question de courage. Dire, finalement, il faut que je regarde les choses en face. Je dois revenir sur mes habitudes et l'assumer. Et ainsi de suite, il y en a d'autres. Mais ce moment où vous confrontez en tant que scientifique la société à la réalité objective, de la réalité objective, et se dire maintenant, c'est doux d'avoir compris, mais il faut mettre en œuvre, il est phénoménal. Et sur cette question d'alimentation, par exemple, toutes les études vous montrent très clairement. Vous pouvez montrer l'étude, donner l'injonction
à la société, ça ne marchera juste pas. Ce n'est pas le plan ou l'injonction qui fait changer la société. Donc il faut trouver autre chose. Transition écologiste, selon moi, c'est 7 couches. C'est influé peut-être dans mon esprit par le modèle en 7 couches des transmissions, c'est possible, mais il y a un constat, il y a un plan, il y a une volonté, bien souvent, volonté d'action est le facteur même limitant. Il vous faut des financements, considérables d'ailleurs. Il vous faut des ressources humaines, des savoir-faire. Il vous faut une gouvernance pour piloter les choses, voir où est-ce qu'on en est, une capacité de transformer les choses. Et il vous faut une adaptation au niveau des comportements dans son ensemble. Cette condition énorme. Et les scientifiques dans leur ensemble, y compris les scientifiques du GIEC, se sont dit quand on aura le constat et le plan, on aura fait le gros du travail. C'est les 2 premières étapes de ce que je vous disais. Le constat et le plan, on les a maintenant, ils ont fait leur travail magnifiquement. Mais tout le boulot reste à faire pour les 5 autres couches, et même dans certains cas, on a régressé par rapport à la conviction, par exemple. Alors ça, j'ai pu le développer dans bien des cercles. Par exemple, si vous regardez les actes, l'excellent colloque organisé par Jean Jouzel et d'autres climatologues à l'Académie des sciences l'an dernier, s'appelait l'urgence climatique, le défi de l'urgence climatique. Et moi, ils m'ont demandé, fait un exposé sur les villes au cœur de l'urgence climatique, qui fasse articulation entre la politique, la gouvernance des cités et la question climatique. Donc, là, j'ai une valeur ajoutée en tant que scientifique qui a vécu la politique. J'aurais fait un exposé dans lequel j'expose l'un l'autre, un exposé mélange entre science et politique. Et je raconte tous les grands enjeux politiques extrêmement durs qui sont là et combien avoir fait la partie scientifique, c'est juste la partie facile finalement. C'est déjà très dur et pourtant c'était que la partie facile. Bon, ça, ce problème, je me suis confronté sur tous les sujets imaginables. Et ça va de l'alimentation à la question animale, à l'intelligence artificielle, à l'éducation, etc. etc. Et c'est dur et en même temps intellectuellement fascinant. Les êtres humains ne sont pas mus par la raison. C'est la grande leçon qui remonte au moins à Blaise Pascal et qui a été tant et plus ressassée par les spécialistes de comportement comme Dan Kahneman et les autres. En politique, il faut assumer que certes, la raison peut éclairer et ça doit se faire, mais ce n'est pas le ressort majeur. Et donc aujourd'hui, vous êtes en plus le directeur de la Fondation de l'écologie. Président De la Fondation de l'écologie politique. Ça, c'était un de mes collègues en politique. Il me disait astuce, quand tu as oublié le nom de quelqu'un et que tu ne sais plus quel est son titre, tu dis Monsieur le Président, il est toujours président de quelque chose quand il fréquente les cercles politiques. Alors, Monsieur le Président, Voilà. pour conclure ce chapitre politique, est-ce qu'un retour en politique, un horizon, est-ce que c'est une ambition pour vous? Si ça doit se faire, ça se fera, mais c'est pas à mon ordre du jour là tout de suite. Là tout de suite, mon horizon, c'est creuser le sillon de cette nouvelle phase qui a commencé au lendemain de ma défaite de l'élection 2022. Et donc cette nouvelle phase, c'est une phase dans laquelle je contribue au débat public à travers des conférences, des chroniques, des éditoriaux. J'approfondis la relation entre universitaires et la société publique, dans laquelle je travaille sur mon podcast à France Culture, des contes d'Émilie Une Science, ou mes chroniques hebdomadaires à l'UMA, ou mes participations à des conseils d'administration, comme à boîte de conseil intelligence artificielle Headmind Partners, ou au conseil scientifique de la Fondation Blaise Pascal, qui travaille sur le lien entre mathématiques et société, ou au conseil stratégique du Forum européen de Albar, qui travaille sur la construction européenne politique, ou sur la conférence de mathématiques franco-grecque et mathématico-musique Mathémata, que j'organise avec un collègue chef d'orchestre franco-grec. Bref, ce genre de choses, tout ce genre de débat dans lequel je creuse le sillon plus sur le fond que sur le mandat. Eh bien, refermons cette parenthèse politique fascinante, il faut l'avouer.
On va passer maintenant un peu plus aux questions étudiantes. Ouais. Alors, première question, je crois que c'est sur l'urgence climatique. Exactement. Ouais, il y a un étudiant qui se pose une question, un peu particulière, mais très intéressante et je pense elle va vous plaire aussi. Pensez-vous que la décroissance est nécessaire pour préserver l'environnement? Réponse: oui, mais. Oui, incontestablement, au sens où un projet de préservation de l'environnement et plus généralement un projet écologique, c'est-à-dire faisant intervenir non seulement la question environnementale, mais aussi la question humaine, la question sociale, la question démocratique, a besoin de faire décroître plein de choses. A besoin de faire décroître globalement les volumes de production industrielle dans le monde, a besoin de faire décroître la production de plastique, la production d'engrais, la production d'alimentation, la production de viande, le nombre de voyages, etc. Et ça, c'est objectif et incontournable. Même les communistes qui sont, pour le coup, dans une culture productiviste, dans une matrice de production, depuis Marx, vous le disent bien, dans leur dernier plan, le plan qui a été mis sur la table par le Parti communiste, le plan de décarbonation en horizon 2050, présenté à la dernière fête de l'UMA, eh bien, il table sur une diminution du nombre de voyages, diminution du nombre de voitures produites, diminution de la quantité de viande consommée, etc. Diminution sur plein de choses fondamentales. Alors que diminution du nombre de bâtiments produits. Alors que ce sont des choses fondamentales. Allez, j'aime bien parler les trois B infernaux: béton, bidoche, bagnole. Vous pourrez rajouter les bombes qui ont, dans la production, a été quelque chose qui a été un des fondamentaux du monde d'après-guerre et dont il faut justement se sortir. Donc sur plein de choses, il faut décroître. Et le projet de décroissance, si vous regardez les définitions de la décroissance par des auteurs comme Timothée Paric ou comment il s'appelle, décroissance fake or not, tout ça, ils vous disent bien, projet de décroissance ne veut pas dire qu'on force un truc à décroître, c'est qu'on s'occupe de réattribuer les rapports entre ce qui est indispensable, ce qui est dispensable, et de chercher à entrer dans les limites planétaires, dans le donut, tout ce que vous voulez. Maintenant, mon mais, il porte sur le fait que le mot décroissance est chargé négativement. Il y a quelque chose de paradoxal et il faut l'accepter. Et les enquêtes d'opinion vous montrent que si vous prenez, dans ce cas derrière le mot décroissance, les mesures une par une et vous les soumettez aux citoyens, ben, dans l'ensemble et majoritairement, ils vont être d'accord avec les mesures. Mais si vous dites le mot décroissance, ils ne sont pas d'accord. Les charger. J'ai eu une discussion là-dessus avec Denis Meadows lui-même. Il disait non, le mot, il ne faut pas l'employer. Pourtant, lui, Denis Meadows, c'est le rapport au Club de Rome, c'est un rapport emblématique. J'ai fait plein de conférences sur leur rapport de 1972, un nom emblématique dans la sphère de la décroissance. Mais lui-même, il dit non, je ne veux pas utiliser le mot petit growth, décroissance, c'est trop chargé politiquement, c'est violent. C'est le mot, c'est ça qu'il dit. Et trouver un autre mot pour dire tout ça. Alors certains parlent de sobriété, certains parlent de sufficiency en anglais. Il y a une énorme action très intéressante qui est menée en ce moment par un collectif de centaines d'associations à travers le monde, portée en particulier par Yamina Saheb du GIEC, et qui est une autrice remarquable, avec tout un grand plaidoyer porté en France aussi par des gens comme Negawatt. La Fondation de l'écologie politique est signatrice de ce grand signataire, de ce plaidoyer pour la sufficiency. Et je ne sais pas encore quel est la bonne traduction française. Peut-être c'est sobriété ou peut-être pas. Très bon exposé sur ce thème. Pour moi, le meilleur exposé qui a été fait synthétique sur... alors, peut-être l'économiste de la décroissance le plus... Il y en a plein, il y a Éloi Laurent, et un autre, mais peut-être celui qui a eu le plus d'impact, c'est Timothée Paric, avec de très beaux ouvrages. Mais l'exposé synthétique emblématique le plus intéressant, je pense, pour les étudiants sur ce sujet, c'est celui de Kate Raworth. Kate Raworth, c'est Économie du donut. Le bouquin est remarquable, faisant bien la synthèse autant que possible entre les sciences naturelles, les sciences humaines, et cherchant à intégrer tout. Et le chapitre sur la décroissance, qui est agnostique sur la croissance, et elle, sa recommandation très forte, c'est sur la question de décroissance, d'être agnostique, et elle explique pourquoi. Le chapitre est extrêmement bien fait. Moi, je voudrais revenir sur une déclaration que vous avez faite, que j'ai trouvée plutôt surprenante.
mais amusante et j'aimerais bien avoir votre, Elle vous a marqué, donc c'est plus atteint. effectivement, ça m'a marqué. Vous avez dit donc, encore une fois, je me permets de vous citer: «Blaise Pascal est le lointain précurseur de Bill Gates». Alors, Absolument. faut avouer qu'elle est quand même amusante, cette phrase. Elle est pas banale, j'en conviens. Blaise Pascal ont fêté ses 400 ans en 2024 et j'ai été, pas en 2024, pardon, en 2023, on fêtait ses 400 ans et j'ai été très impliqué dans ce quadricentenaire. J'ai, ouvert les festivités avec une conférence publique à Clermont-Ferrand qui est sa patrie et je les ai, terminées dans une table ronde à Clermont-Ferrand aussi. C'était un débat autour de Blaise Pascal et le judaïsme et il y a eu, plusieurs moments, conférences à travers la France dans lesquelles j'étais impliqué et j'étais attaché à faire revivre l'héritage de Blaise Pascal, figure emblématique française, à la fois un grand mathématicien et un grand philosophe et un grand sociologue, un grand moraliste et tout ce que vous voulez. Et on peut le lire selon bien des axes. Ce que j'ai trouvé fascinant dans Blaise Pascal, c'est sa façon à faire communiquer les différents mondes et il sépare pas son identité mathématique de son identité de philosophe. Il est tout à la fois. Et ça a été bien montré par certains auteurs. Et j'ai des conférences sur le web que vous pouvez retrouver si vous voulez approfondir, dans lesquelles je développe tout ça. À quel point les recettes et l'état d'esprit qui ont fait son succès en tant que philosophe, c'est aussi ça qui a fait son succès en tant que mathématicien. La faculté à assembler les contraires, la faculté à jouer avec les choses qui sont incompréhensibles, avec l'absurde, avec l'infini, en frontale opposition par exemple avec Descartes sur le maniement des probabilités, sur le maniement de l'absurde, sur le maniement de l'infini. Et sa faculté aussi à jouer à regarder toutes les échelles à la fois et ainsi de suite. Et ça a été très bien analysé dans le monde mathématique par une historienne mathématique qui s'appelle Chevalet. J'oublie son prénom, mais c'est magistral la façon dont elle a décortiqué l'état d'esprit mathématique de Pascal par rapport à ses contemporains. Et parmi ces différentes facettes, il y a celle d'entrepreneur. Blaise Pascal était aussi un homme d'affaires. Et il a, avec 2 grands projets d'entrepreneur. Le premier, c'est la Pascaline, son projet de machine à calculer commerciale. Et le second, c'est les transports en commun. Il fait partie du consortium qui, les premiers au monde, se lance dans les transports en commun. Avec ce qui était le carrosse à 5 sols, je crois, et une chaîne de ce qu'on appellerait d'autobus dans Paris, et qui a fonctionné. Et dans lesquels il y avait tous les débats déjà pour savoir quel est le bon prix pour lequel il faut fixer, dans lequel il y avait un business model, dans lequel il y avait des débats politico-économiques et ainsi de suite, qui sont extraordinaires à regarder rétrospectivement. Et même la première correspondance dans l'histoire recensée, il y a une première ligne de bus, comme on dirait, et le point où ils vont faire la correspondance, etc. Bon. Et puis donc, dans son entreprise commerciale, la Pascaline, je me suis replongé dans tous les textes de Pascal. Et ce qui m'a le plus fasciné de tout, c'est le texte dans lequel, qui est comme une sorte de mode d'emploi de sa machine à calculer. Et où on voit le dossier, on le voit dans ses œuvres complètes, tout est en accès libre sur le site de la BNF, Bibliothèque nationale de France. Et vous voyez, par exemple, tout ce qu'on a à faire de brevets. Par exemple, Blaise Pascal avait identifié qu'il lui fallait un marché protégé. Il avait besoin d'un monopole. Il a intrigué pour avoir un brevet. Ça n'existait pas encore à l'époque, les brevets, mais il a obtenu l'équivalent. On le voit mener campagne politique pour obtenir auprès du roi l'accord de ça. Il mène une campagne parfaitement servile auprès du chancelier Séguier, qui était important pour obtenir ça. Et on le voit dans le texte qui a été rédigé, le texte officiel, mais après dans ce texte où il explique sa machine, un texte qui est adressé directement au potentiel acheteur, au lecteur. Fascinant aussi parce que selon les conventions littéraires de l'époque, il tutoie le lecteur, alors qu'on se vous voyez à l'époque dans les correspondances, même entre frères et sœurs, hein, ma chère sœur, j'ai reçu votre lettre, etc. Et donc on le voit dans cette relation qu'il veut créer avec l'acheteur potentiel, relation intime, pleine de bagou, de baratin dans laquelle il vend son truc.
à la fois en expliquant tout ce qu'il doit au chancelier Séguier, etc., au roi, mais aussi il essaie d'attirer le lecteur en lui présentant sa machine comme quelque chose qui va changer le monde, qui va le changer lui donner le pouvoir de tout, de faire tous les calculs, de devenir plus intelligent rien qu'avec sa machine. Et on le voit aussi détruire la concurrence. Il parle des autres en expliquant qu'ils sont mauvais, que lui seul légitime. Il utilise le mot avorton pour parler des calculatrices faites par la concurrence. Tout ça pour légitimer que c'est lui le seul à pouvoir faire ça et tout ça. Et donc c'est fascinant. Quand je vois le texte, et le texte là, c'est un texte donc, que j'analyse dans certaines conférences, et je trouvais ça extraordinaire, j'y vois le croisement parfait entre les grands thèmes pascaliens, les thèmes qui l'ont rendu célèbre, hein, comme la question du divertissement pascalien, l'alliance des contraires, qu'est-ce quoi d'autre, la dialectique, hein, on parle souvent de la dialectique pascalienne, sa façon de mettre en opposition A et B, de les dépasser l'un et l'autre. Tout ça, on le retrouve, ou le thème fondamental de la machine, la façon dont Pascal comprend que certains de nos automatismes nous guident. Et donc Pascal, il y a ces grands thèmes pascaliens, ils sont là, et ils sont hybridés avec les grands thèmes des entrepreneurs du numérique, les Steve Jobs, Bill Gates et autres. Le bagou, la façon de nouer une relation directe avec l'acheteur potentiel, l'obsession pour la propriété intellectuelle, la façon de vouloir changer le monde avec son invention et tout ça. Et donc, selon moi, oui, Blaise Pascal est l'ancêtre de Bill Gates. Eh bien, C'est vertigineux, hein? c'est oui. Moi aussi, je suis resté juste comme ça. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui, une dernière question pour presque conclure, qui se joue autour du talent. Vous êtes un homme talentueux, c'est sûr. On a tous nos talents. On a- Certains sont cachés. Mais pensez-vous que pour atteindre l'excellence mathématique, il faut un talent inné? Oui et non. Non, parce que inné en tant que tel ne veut rien dire. On a cherché à faire il y a un grand débat inné contre acquis, mais quand vous cherchez à définir l'inné précisément, vous tombez face à des contradictions. Et tout ce qu'on peut réaliser, nous, en tant qu'êtres humains, mais tout ce que réalisent aussi les animaux, c'est une combinaison de choses qui sont inscrites dans le patrimoine héréditaire ou muté, et de choses qui sont renvoyées par l'environnement, et de réalisation des potentiels. Et c'est bien comme ça. Et ça nous fait aussi nos grandes aventures et nos grandes sagas, y compris la guerre des étoiles, avec le destin de tel ou tel, avec sa filiation et tout ça. Et bien évidemment, ce que vous réalisez est une combinaison de tous ces éléments. Et maintenant, bien sûr, dans les réalisations de celles qui arrivent au plus haut niveau de recherche, il y a des prédispositions. Il y a aussi toujours des rencontres avec des personnes, des mentors, et toujours dans mon expérience, les rencontres avec un enseignant ou une enseignante marquant. Tous les prix Nobel, les médailles Fields peuvent toujours dire « Ah, mon professeur de troisième, mon professeur de maternelle parfois et tout ça, qui a joué un rôle majeur, y compris moi. » Et je peux vous dire encore le nom de tous mes profs de maths depuis la 6e. Et donc, il y a cette réalisation qui est bien souvent freinée, arrêtée par le contexte, les préjugés sociaux, phénoménaux et ainsi de suite. Pour prendre un autre sujet dans lequel il est clair aujourd'hui qu'il n'y a pas de déterminant, en tout cas où on n'a pas identifié la moindre once de déterminisme, c'est le débat garçon versus fille. Ah. La rumeur populaire dit les garçons sont meilleurs en maths que les filles. La France est l'un des pays dans lequel ce différentiel est le plus fort. Toute la neurobiologie, toutes les études, etc., vous dit très clairement, c'est une construction culturelle. Ce débat entre garçons et filles n'est pas une construction biologique. Et donc, quelle que soit la définition qu'on donnerait d'inné, ça n'est pas un truc inné. C'est un truc qui est renvoyé par la société. Alors, je n'en dis pas plus sur ce sujet qui est l'objet de certaines de mes conférences aussi, vous voyez le placement de produits. Il y a une conférence que j'ai faite récemment à l'Université libre, Université du temps libre,
à Bretigny qui s'appelle La bosse des maths existe-t-elle, et dans laquelle je développe tous ces aspects et évoque aussi les travaux de certains sociologues ou scientifiques. D'une part, l'ouvrage de Stanislas Dehaene qui s'appelle La bosse des maths, et d'autre part l'ouvrage d'une j'ai oublié son nom, c'est gênant, une brillante sociologue dont l'ouvrage s'appelle La bosse des maths n'existe pas. Ouvrage très recommandé qui vous fera un point très complet sur ce sujet. On invite l'étudiant à aller consulter cet article sur la bosse des maths, parce que je pense qu'il peut répondre. Un ouvrage entier. Alors il y a ma conférence et l'autre ouvrage entier, des très beaux ouvrages l'un et l'autre. L'ouvrage de Stan Dehaene et d'autre part l'autre ouvrage, La bosse des maths n'existe pas, qui vous sont chaudement recommandés l'un et l'autre. Merci pour. Et qui ne sont pas contradictoires l'un avec l'autre, mais comme deux faces et deux éléments du débat. Merci. Merci à vous. Merci Monsieur Villani. Alors, avant de nous quitter, je crois que Maël a quelque chose pour vous. Il est vrai. Moi j'aime le cadeau. Vous êtes le parrain de la nouvelle promotion et cette promotion a décidé de vous faire un cadeau. Et donc je l'ai juste dans la poche, juste là. Je vais le sortir. Et on tenait à vous donner justement un petit signe, un petit geste qui est très symbolique. Et en fait, on s'est un peu adapté à vous en fonction de nous. Cœur. C'est-à-dire, c'est une petite araignée. Ben voilà. Voilà. Et cette araignée, elle a des couleurs particulières puisque c'est une araignée noire, mais avec des traits orange, qui sont les deux couleurs de notre école quand on fait des événements sportifs. Ce sont aussi les couleurs de Halloween. C'est là. Et donc, vous pourrez peut-être, si vous la mettez, penser à cette ferveur étudiante qui fait partie de nous. Très bien. Voilà. En plus, vous avez, au cœur de vous la donner. vous avez mentionné que les araignées étaient, celles que vous portez, étaient signe d'une rencontre. Alors maintenant, Puis la rencontre avec René B. l'autre rencontre. Exactement. Super. Alors en tout cas, merci pour cette interview. Qui à vous? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On a toujours par habitude de laisser le mot de la fin. Alors je vous laisse le mot de la fin pour nos étudiants. J'en ai dit tellement. Tout à l'heure, je vous parlais je sais pas, sans originalité. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais du partage comme une des valeurs en soi à porter. Et je sais que vous y êtes attaché avec votre école, très fier de son ancrage international. J'évoquais aussi tout à l'heure le partage comme un des mots-clés d'une politique de responsable public d'intelligence artificielle, aussi bien le partage des informations et données que le partage des savoir-faire. Eh bien, je vais choisir ce mot-clé comme valeur en soi, partage. Merci. Merci pour ce moment. Merci. 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 Encore une fois, merci beaucoup.